Tableau Software. Je suis Olivier Quatrin, directeur général de ActinVision. Nous allons vous présenter au cours de cette session un certain nombre d'éléments autour de la visualisation de données au travers de Tableau Software. Je serai accompagné par Gaëtan Belby de Tableau Software qui vous fera une présentation pratique de la mise en œuvre de la data visualisation avec Tableau Software. Alors, au cours de cette présentation, donc l'objectif n'est pas de montrer les capacités de reporting ou de dashboarding inhérentes à Tableau Software, mais vraiment de se consacrer à la mise en forme de l'information pour la rendre plus évidente. Donc on passera au fur et à mesure autour de 4 grandes thématiques. Donc qu'est-ce que c'est que la visualisation de données? Donc quelques rappels autour de l'histoire de la visualisation de données et une définition de la visualisation de données. Le processus de réalisation de DataVis, quelques fondamentaux, pour passer à la pratique avec Gaëtan. Pour rappel, donc cette session sera enregistrée. Vous pourrez recevoir le lien de téléchargement de la vidéo ou de visualisation de la vidéo directement par mail suite à cette présentation. Alors, quand on parle de visualisation de données, il faut bien comprendre de quoi il est question. Il ne s'agit pas simplement de représenter des indicateurs ou des données, en l'occurrence dans le simple graphique, mais de s'appuyer sur les techniques de communication qui font appel aux facultés naturelles du cerveau pour distinguer les attributs des données au travers de formes, de couleurs, de proportions, et de favoriser à la fois la communication et la mémorisation de ces informations. Je reprendrai la citation de William Playfair, en fait de calcul et de proportion, le plus sûr moyen de frapper l'esprit et de parler aux yeux. Donc William Playfair est un des grands penseurs de la visualisation de données, à qui on doit notamment le graphe en barre et le graphe en secteur. Et la thématique de la visualisation de données est devenue de plus en plus importante au cours des dernières années. Pour illustrer ce propos, le petit graphique de droite qui représente le nombre d'occurrences des thématiques et des évolutions de la visualisation de données au cours de l'histoire. Alors, c'est pas une thématique nouvelle, puisque les premières études de visualisation de données remontent au Moyen-Âge, notamment au travers de l'étude des cartographies qui permettaient de représenter un certain nombre d'éléments pour les navigateurs et qui ont permis de construire les premières routes navigables pour les marins. Aujourd'hui, avec l'explosion des volumétries de données, et la croissance de la demande également par les utilisateurs dans le monde de l'entreprise pour des solutions d'analyse, la visualisation de données devient un outil essentiel pour faciliter la communication sur ces informations et faire comprendre un certain nombre de messages. Donc nous allons voir un petit peu comment se construit ce processus. Et l'enjeu principal, c'est vraiment ça, c'est la communication. C'est permettre à tout un chacun de comprendre des motifs dans les données, des relations dans les données, de comparer des informations et de rendre cette information complètement, immédiatement perceptible par les utilisateurs. Donc on va jouer sur un certain nombre de paramètres pour arriver à ces fins. Pour illustrer cette puissance, de la visualisation de données, je vais m'appuyer sur ces 3 exemples. Le premier, en haut à gauche, représente le type de reporting classique que l'on va retrouver dans une entreprise, donc des tables avec un certain nombre d'indicateurs. Ici, ce sont les profits par catégorie de produits et par département pour un certain nombre de segments de clients. Si je vous pose la question, quel est le produit le moins profitable, cette visualisation-là ne donnera pas une information très claire et immédiatement identifiable. On verra qu'il y a des produits sur certains segments qui ont des profits négatifs, mais on ne saura pas dire quel est le produit directement qui a le plus bas niveau de profit. Si on rajoute ne serait-ce que les couleurs, l'information devient un petit peu plus perceptible et on arrive beaucoup plus facilement à identifier les produits sur lesquels on a des pertes, mais toujours pas à quantifier ce niveau de perte globalement sur un produit. Quand on passe au dernier exemple,
On a simplement enlevé les chiffres et on s'est appuyé uniquement sur une représentation visuelle au travers de formes proportionnelles et de couleurs. Et là, l'information devient quasiment immédiate et on se rend compte que ce sont les tables qui produisent le moins de profit, ou les plus grandes pertes en l'occurrence. Donc on voit bien que la visualisation, les techniques de visualisation permettent de communiquer très efficacement une information et très rapidement cette information. Alors, ce genre de processus suit un certain nombre de règles dans l'entreprise. Alors, on s'inspire beaucoup des règles de la communication de manière générale. Et pour illustrer le processus de création de visualisation de données et de communication, j'ai repris ce graphique qui a été édité par Ben Jones et qui illustre le processus de recherche d'informations et d'élaboration de visualisation. Donc on commence par se poser une question. Donc, par exemple, dans le cas précédent, quel est le produit qui produit le moins de bénéfices? Je vais aller collecter les données, je vais préparer mes données pour la visualisation. Alors la collecte et la préparation, généralement, se font côté informatique, mais de plus en plus, on a des utilisateurs qui vont aller chercher des données à droite et à gauche, alors soit sur le web, soit dans d'autres sources de données que les systèmes d'information d'entreprise, dans des sources open data et bien d'autres encore. On va explorer les données, découvrir un certain nombre de choses, et cette exploration va amener des nouvelles questions auxquelles on va chercher à apporter des réponses. Au fur et à mesure de ce processus, on va construire finalement un argumentaire autour de la découverte de ces données, des informations qu'on arrive à identifier, et c'est là qu'on va lancer le processus de communication. Donc on est dans un processus qui est fortement itératif et qui se doit de l'être pour affiner le message et permettre une communication efficace. Cette communication s'appuie sur 4 principes fondamentaux qui sont la définition des objectifs de la visualisation, l'utilisation des bonnes données, le choix de représentation adaptée et le soin de l'esthétisme. On va détailler chacun de ces points juste après. Alors la définition des objectifs, il s'agit de répondre à 3 questions essentielles. La première, c'est à qui va-t-on adresser le message que l'on veut faire passer? En fonction du public que l'on va cibler, les stratégies de communication vont être différentes et on va utiliser des types de visualisation ou des types de communication qui seront adaptés. Si je prends par exemple des messages que l'on va adresser au grand public, on tablera davantage sur des infographies qui sont extrêmement visuelles, extrêmement imagées. C'est le genre d'éléments que l'on retrouve très largement sur le web, et notamment dans le domaine du digital, pour expliquer par exemple l'essor du big data, le monde des réseaux sociaux, ce genre de choses. Donc vous en retrouverez tout un tas d'exemples sur Internet. Si on va adresser une communauté plutôt scientifique, on va plutôt utiliser des types de visualisation qui sont beaucoup plus complexes, bien moins accessibles, qui sont très avancés, réalisés avec des outils plus scientifiques en l'occurrence. Si on va adresser le monde de l'entreprise, là, il faut des choses qui soient également très accessibles et très interactives pour permettre une communication efficace avec des graphiques que tout le monde va pouvoir comprendre facilement. Donc ça, c'est la première question, c'est le pour qui. Le pourquoi, c'est quel est le message que l'on veut faire passer, quel est l'effet que l'on veut faire passer auprès des interlocuteurs, quelle réaction attend-on au travers de cette visualisation. Et enfin, le quoi, c'est qu'est-ce qu'on va communiquer concrètement, qu'est-ce que on va mettre en évidence comme information, et on verra comment ça s'articule juste après. Le deuxième fondamental de la visualisation de données, c'est le choix des bonnes données. Quand on va communiquer un message en particulier, il faut que les visualisations sur lesquelles on va s'appuyer communiquent également ce même message et aillent dans le sens de la communication de ce même message. Je vous donne un exemple ici. Si on analyse par exemple les ventes et les profits dans le temps, si on compare ventes et profits, dans la première visualisation de gauche, on va voir une croissance des revenus, un message extrêmement positif, et on constate vraiment un très beau décollage des ventes et des profits. En revanche, si on prend exactement ces mêmes données, qu'on les restitue d'une manière un petit peu différente et avec une seule courbe, on peut restituer un message qui est plutôt négatif avec une érosion de la rentabilité. Donc la manière d'utiliser les graphiques et les indicateurs, en l'occurrence, va avoir un impact très conséquent sur le message
qui va être véhiculé auprès des utilisateurs. Ensuite, c'est le choix des bonnes restitutions. Donc là, on rentre dans le domaine purement scientifique de la visualisation de données et les études qui ont été faites sur les attributs de l'information et la manière de représenter l'information. Et pour restituer efficacement l'information, on va choisir d'une part des méthodes de représentation qui seront adaptées en fonction du type de données. Donc par exemple, des informations de type chronologique ou temporel, on aura davantage tendance à mieux les comprendre quand elles sont ordonnées en ligne, présentées sous forme de ligne, ou des catégories de produits par exemple qui seront beaucoup plus accessibles ou mieux comprises si elles sont présentées sous forme de barres. Autre exemple très concret, c'est les aspects géographiques. Quand on va parler d'indicateurs géographiques ou de représentation cartographique, le mieux c'est quand même de les représenter sur une carte. Donc ça c'est un premier aspect, c'est la méthode, le mode de représentation. Et d'autre part, c'est la méthode de mise en valeur de l'information. Et là, des études très poussées ont été réalisées, notamment au cours des 50 dernières années, sur les attributs préattentifs de l'information et la manière dont le cerveau est capable d'identifier rapidement une information de manière graphique. Donc on va pouvoir jouer sur un certain nombre d'attributs dans la mise en évidence de l'information, qu'il s'agisse de longueur, de largeur, de position, de contraste, de couleur, qui vont permettre de restituer l'information de manière extrêmement efficace. Le quatrième aspect qui est également essentiel dans la visualisation de données, c'est le soin apporté à la représentation et à la présentation de l'information. Donc représenter des graphiques, c'est une chose, les présenter de manière propre et intelligible pour les utilisateurs, c'en est une autre. Donc ici, nous avons représenté deux types de représentations, une mauvaise pratique et une bonne pratique, où on va, dans le deuxième cas, s'attarder vraiment à épurer l'information pour la rendre la plus clairement possible et afficher finalement le maximum d'informations utiles pour la bonne compréhension de l'information. On va utiliser de l'interactivité, on va utiliser également des légendes et des commentaires pour appuyer le discours que l'on veut faire passer dans la représentation. Donc dans le premier cas, on n'arrive pas à lire grand-chose. On voit grossièrement des courbes, on voit qu'il se passe quelque chose, on voit qu'il y a des pics, mais on arrive difficilement à comprendre s'il y a quelque chose d'intéressant à déceler dans cette visualisation. Dans la deuxième, qui représente exactement les mêmes données, on a épuré le graphique, on l'a rendu lisible, on a enlevé les couleurs inutiles, on a rajouté un commentaire pour expliquer un pic en particulier qui semblait intéressant, on a rajouté une bande de référence qui permet d'identifier effectivement une baisse d'activité sur une période en particulier qui concerne une période de vacances, et on a joué également sur les axes pour représenter l'axe temporel ici sous forme de semaine, et les bandes de référence, les lignes de référence autour de l'axe temps qui sont donc rapportées à la semaine et qui permettent d'identifier notamment une forme de cyclicité dans les visites du site web en l'occurrence. Je vais vous montrer un autre exemple. On va aller un cran plus loin dans les représentations autour d'une visualisation plus avancée qui s'appuie toujours sur des données de site web. C'est les mêmes données que juste avant, où on va non plus s'intéresser finalement à l'évolution dans le temps, mais à finalement quelles sont les interactions sur un site web. Donc c'est un graphique de Sankey, donc c'est un type de représentation à part entière qui permet d'identifier les flux d'un état 1 à un état 2. Et dans ce cadre-là, donc on s'est attaché vraiment à apporter un soin particulier à la représentation, à épurer l'information que l'on va distiller au travers de ce graphique pour montrer l'essentiel de l'information. On joue un petit peu sur les couleurs, on va jouer sur l'interactivité, on va pouvoir identifier effectivement quels sont les flux pour passer d'un état A à un état B, les flux d'entrée et les flux de sortie. On va s'attacher aussi à rendre l'information intelligible au travers des petites bulles de référence qui apportent une information, un complément d'information sur la donnée. On va pouvoir jouer également sur l'axe temporel
en rafraîchissant les données, en montrant les données à différents mois. Tout ça pour apporter beaucoup plus d'intérêt et de faculté à l'utilisateur de mieux comprendre l'information. Pour rentrer dans la pratique, je vais passer la main à Gaëtan. Alors ça vous aura peut-être pas échappé pour ceux qui connaissent Tableau, l'ensemble de ces visualisations ont été, cette présentation a été réalisée directement dans Tableau. C'est également une des facultés, lorsque l'on va présenter des données, de présenter l'information de manière interactive et dynamique, un peu à la manière d'un PowerPoint. Donc je vais passer la main à Gaëtan qui va vous montrer des exemples de comment ça se passe concrètement dans Tableau pour mettre en évidence cette information et jouer sur les différents attributs des données pour mettre en évidence l'information. Merci beaucoup Olivier. Donc bonjour à tous, je me présente, je suis Gaëtan, je travaille pour Tableau Software et je suis consultant produit chez Tableau. Donc en attendant que je partage mon écran, juste une rapide introduction à Tableau pour ceux qui ne connaissent pas très bien. Donc nous sommes un outil de visualisation de données. On permet à des personnes non techniques de eux-mêmes visualiser leurs données sur des bases complexes ou non. Et ce qui est intéressant dans le contexte du webinaire aujourd'hui, c'est les origines de Tableau qui sont en fait relativement différentes des outils d'analyse traditionnels. C'est-à-dire que nos fondateurs et un de nos cofondateurs a en fait cofondé aussi Pixar. Donc c'est une personne qui a un passé très technique, mais dans le monde du visuel et pas forcément dans le monde de la base de données. Et donc Tableau aujourd'hui se concentre vraiment sur le développement des représentations visuelles de données. Et donc on passe beaucoup de temps, beaucoup de ressources dans des recherches sur quels vont être les meilleurs moyens de visualiser des données rapidement pour que le cerveau humain puisse les comprendre rapidement aussi. Donc on a des équipes même de psychologues qui sont complètement concentrés sur comment utiliser les couleurs pour que facilement on puisse comprendre des profils négatifs ou positifs, etc. Donc sans parler plus longtemps de ça, je vais vous montrer donc justement comment un utilisateur va utiliser Tableau, Tableau Desktop, qui est l'outil auteur qui permet de se connecter aux données et de faire les analyses, comment un utilisateur va analyser ces données visuellement et du coup, grâce aux différents outils de visualisation de Tableau, de trouver les choses qui l'intéressent et de surtout tirer des informations qui l'intéressent. Donc, comme on le disait tout à l'heure, des données, on va commencer par des données temporelles. En général, l'être humain va aimer voir des données temporelles sur l'axe X et analyser, par exemple, des tendances de vente à travers le temps. Donc, Tableau nous permet de permuter très rapidement entre différentes granularités de temps, par exemple, donc de passer de mois à trimestre pour faire des analyses de tendance, et surtout de creuser dans ces données grâce à l'ajout de dimensions, par exemple, où nous allons finalement comparer, grâce à des couleurs qui sont automatiquement attribuées à ces dimensions, les ventes à travers le temps de chacune d'entre elles. Donc un graphique à barres comme ceci est maintenant devenu, on va dire, presque compliqué à lire. Donc Tableau nous donne la possibilité de rapidement aussi changer de type de visualisation sans devoir passer par des dialogues, des différentes manipulations, etc. Mais tout simplement en utilisant l'outil Montre-moi qui nous donne différentes possibilités en fonction des données que nous avons placées dans notre vue. Donc déjà, Tableau va nous recommander quel va être le meilleur type de graphique en fonction de ce que nous avons placé. Donc, ici, Tableau illumine un des petits cadrans, donc d'analyser mes courbes en discret par exemple, pour pouvoir analyser les tendances à travers les années. Mais l'utilisateur garde quand même le choix de sélectionner d'autres types de visualisation qui conviendraient mieux. Donc, quelque chose comme ceci, un graphique à R, pour moi maintenant est beaucoup plus lisible que les lignes que j'avais qui s'intercroisaient, qui du coup étaient un peu plus compliquées à lire. En termes de comparaison de valeurs, alors ce que l'être humain va plus avoir tendance à utiliser, c'est des graphiques à barres. Donc je vais prendre par exemple des ventes à travers des catégories pour les comparer, et ensuite continuer à creuser pour faire ça par sous-catégorie, et ordonner les données évidemment, car ça devient plus facile de les ordonner, de les lire pardon, quand nous les avons ordonnées.
Donc là, on peut facilement comparer, en effet, grâce à ces barres, identifier quelles sont, à travers les différentes catégories, les plus grandes, les sous-catégories qui génèrent le plus d'argent. Quelque chose qui est très intéressant aussi que Tableau nous offre, c'est le fait de pouvoir rajouter plusieurs couches de données, donc plusieurs mesures les unes sur les autres, mais de manière différente, donc représentées différemment. Donc, par exemple, si je rajoute une mesure qui est relative à mes ventes, comme le profit, Tableau va automatiquement me colorer mes différentes barres en fonction de ce profit et intelligemment choisir aussi une couleur qui va attirer mon attention pour m'indiquer que voilà, mon profit dans ma sous-catégorie de table est extrêmement bas comparé aux autres qui sont du coup en vert. Ces palettes de couleurs, évidemment, on peut les changer en fonction des besoins. Mais les recommandations automatiques de Tableau sont en général vraiment à l'issue de nos recherches de bonnes pratiques en termes de visualisation et d'utilisation des couleurs, pour justement que l'être humain puisse identifier rapidement les parties importantes de ces données. En termes d'analyse de relations, donc des relations entre, par exemple, encore une fois, du profit et des ventes, le graphique, le scatterplot comme on l'appelle, permettrait facilement du coup de voir la relation entre les différents le profit et les ventes de chacun de ces produits et voir comment ils évoluent chacun. Donc ici Tableau, ce que Tableau me fait, vous avez dû le voir, je viens de permuter, c'était plus lisible pour moi de voir justement l'évolution vers le haut. Mais ce que Tableau me fait, c'est j'ai placé mon nom de produit sur les étiquettes et intelligemment il va placer les étiquettes seulement aux endroits où il va avoir de l'espace. Donc c'est vraiment pour là dans cette vue très haute, on va seulement placer les étiquettes pour pas que la vue ne devienne complètement illisible. Si j'avais placé toutes mes étiquettes dans ce petit nuage ici, ça aurait été impossible. Donc pour continuer aussi sur la note des couleurs, l'être humain détecte 8 couleurs donc très facilement, et plus de 8 couleurs, ça devient impossible. Donc si je rajoute une couleur par exemple sous-catégorie qui donc attribuerait une couleur pour chacun de ces produits en fonction de la sous-catégorie auquel ils appartiennent, cette vue-là n'est pas idéale pour une lecture. Donc il vaut mieux garder un niveau un peu plus élevé dans la hiérarchie et utiliser 3 ou 4 couleurs ou 5 couleurs, en tout cas pour ceux en dessous de 8, pour que ce soit plus lisible et qu'on puisse facilement identifier sur ce nuage de points les 3 catégories. On regardait aussi tout à l'heure les petits multiples ou les sparklines, pardon. Donc l'avantage des sparklines, c'est que on attire l'attention du lecteur sur la ligne elle-même et pas sur ce qui entoure les données. Donc pas forcément sur les axes, pas forcément sur les couleurs, pas forcément sur autre chose que vraiment la tendance de la ligne. Donc si je rajoute ça pour mes sous-catégories, vous voyez qu'ici, en supprimant par exemple mes légendes d'Axe, en rendant les lignes un peu plus petites, on va beaucoup plus facilement ici pouvoir comparer les tendances entre chacune de ces lignes et du coup s'intéresser aux endroits où on va avoir des pics. Pour un peu aussi accentuer justement ces pics, on peut utiliser, comme sur n'importe quel des graphiques, des mesures pour modifier les tailles, par exemple, de nos points, de nos marques. Donc pour encore plus facilement pouvoir identifier, on va dire, des périodes qui sont à pic régulier. Rapidement aussi sur les tableaux à double entrée. Donc c'est quelque chose que je voulais rajouter aussi. C'est le fait de pouvoir, alors si je fais comme ça, de pouvoir utiliser les atouts de tableau graphique pour justement non pas conserver ce tableau à double entrée très simple, mais faire ressortir les chiffres importants. Donc je pourrais sur un tableau à double entrée qui est au final une méthode très traditionnelle et très utilisée partout dans l'analyse de données, mais je pourrais utiliser les atouts de tableau pour définir par exemple une taille sur mon texte et une couleur également sur mon texte pour
pour mieux identifier où est-ce que je vais avoir des profits et des ventes plus élevés. Donc ça me permettrait facilement en un coup d'œil, et ça c'est ce qu'on disait avec les attributs pré-attentifs, c'est en un coup d'œil vraiment identifier que voilà, c'est ici que je vais avoir mes plus grosses ventes, c'est ici que je vais avoir mon plus bas profit. En termes de cartographie, Tableau vous permet, grâce à tout simplement des noms de pays ou des noms de régions ou des noms de villes, de générer des latitudes et des longitudes. Donc si j'ai dans ma base en effet des noms de pays, comme je vous disais, Tableau va générer ces points automatiquement, il va vous sortir une carte d'arrière-plan et du coup vous permettre de faire des analyses sur des cartes pleines. Donc par exemple sur mon profil de mes différents pays. Encore une fois, Tableau me donne des couleurs automatiquement et qui sont rouge et bleu plutôt que verte et rouge comme on avait tout à l'heure. Et il fait ça vraiment pour qu'on ne soit pas confus entre l'attribut des couleurs. Donc les couleurs sont vraiment là pour être utilisé stratégiquement, pas forcément pour être joli, mais vraiment pour avoir un attribut très spécifique. Donc soit si c'est sur une dimension, une catégorie, donc Tableau automatiquement va répartir ces couleurs et va réutiliser ces couleurs pour toujours les mêmes catégories quand on utilise cette dimension, ou alors pour une mesure ou quand on utilise voilà, la différence en profil en fonction d'une granularité qu'on rajoute sur notre carte, la mesure regardera la même couleur à travers le classeur. Également, Tableau nous permet de rajouter pas mal de détails, pas mal de couches, comme je vous disais tout à l'heure, sur différents graphiques que vous créez. Donc on pourrait dire qu'on aimerait avoir, par exemple, des camemberts qui nous donneraient plus d'informations sur cette carte du dessous sur les ventes ou le profit pour mes différentes catégories. Donc je vais prendre la catégorie de produits. Et ce qui est important ici, c'est vraiment de prendre en compte le fait qu'on rajoute certes beaucoup d'informations, mais qu'on reste à un niveau très élevé de granularité. Donc il ne vaut mieux pas rentrer trop bas et essayer d'apporter trop d'informations dans notre carte, parce que si je fais ça, si je rajoute par exemple les régions de chacun de ces pays, là mes camemberts deviennent presque illisibles, malgré qu'on a ajouté beaucoup d'informations et qu'on puisse penser que plus d'informations d'un coup pour le lecteur, ça lui permettra de mieux, de comprendre plus rapidement. Il vaut mieux garder un niveau de granularité plus élevé et plutôt ajouter un filtre, par exemple, rajouter du coup la région, mais filtrer sur chacun de ces pays. Et avoir un focus sur un pays et permettre à l'utilisateur de vraiment de creuser dans les données et de lui-même aussi décider comment creuser, comment les visualiser. En termes de cartographie, on a la possibilité également pour des détails, pour plus de détails, de rajouter des images, des cartes d'arrière-plan. Donc par exemple ici c'était une carte OpenStreetMap que j'ai rajoutée, où si j'avais des latitudes et longitudes avec des données, je pourrais faire des représentations graphiques du coup, par exemple sur des trajets d'avion ou des trajets de bateau entre différents pays. Et à un niveau de détail très très bas. Donc si je zoome ici sur Paris, on va récupérer vraiment toutes les informations et en fonction des données qu'on a, si on a évidemment les latitudes et les longitudes, on va pouvoir faire n'importe quelle représentation qu'on veut sur cette carte. Par exemple, le trafic dans les rues de Paris, avoir des lignes plus ou moins grosses, ce qui serait une représentation intéressante. Dans le même domaine, le fait de pouvoir utiliser donc des cartes d'arrière-plan pour faire des représentations sur de la cartographie, mais customisées. Ici, j'ai récupéré une image de bâtiment avec Google Maps et je vais placer des polygones, donc des polygones que j'ai créés moi-même avec des outils qui ne sont pas de Tableau mais qui permettent de créer des polygones très facilement. Je vais rajouter ces polygones sur mon bâtiment pour faire une analyse de mes différentes pièces. Donc je rajoute mon chemin et le numéro, l'identité qui est là. Et là, Tableau automatiquement, du coup, en fonction des coordonnées que j'ai données à ces polygones et en fonction de l'image que j'ai placée en arrière-plan, des coordonnées donc X et Y, va me permettre de faire cette représentation et du coup de rajouter évidemment des couleurs, va me permettre de rajouter des mesures par-dessus
ces polygones pour, par exemple, représenter la chaleur ou l'électricité, l'énergie utilisée par chacune de ces pièces de ce bâtiment. Donc ça, voilà, c'est une introduction à Tableau aux différents types de graphiques que vous pouvez utiliser, mais comme vous avez pu le voir dans l'outil Montre-moi, il y a une multitude d'autres graphiques qui sont aussi à l'issue de toutes les recherches que nous avons fait sur la représentation de données, qui sont avérées être vraiment les représentations les plus simples et les plus compréhensibles pour l'être humain. Donc en fonction des, comme je vous le disais, en fonction des données que vous avez sélectionnées, Tableau va vous permettre d'utiliser ces différents graphiques, mais surtout va vous recommander. Donc je vous conseille vivement de suivre aussi un peu les instructions et le guide que Tableau va vous apporter pour justement les meilleures représentations. Voilà, donc je vous invite également à télécharger notre outil vous pouvez avoir une version d'évaluation gratuite de 15 jours et vous commencez à visualiser vos données, essayer de les visualiser surtout différemment dont vous le faites aujourd'hui. Car c'est vraiment important du coup d'essayer d'identifier dans vos données, comment pouvoir les visualiser d'une meilleure manière afin d'identifier ce qui va être important pour vous. Et on découvre très souvent même des choses intéressantes en les visualisant, plutôt qu'en utilisant des tableaux à double entrée. Donc je vous invite à le télécharger et à vous connecter à vos données. Très bien, merci Gaëtan. Est-ce que vous avez des questions? Si tel est le cas, nous vous invitons à les poser via le chatter, qui est donc le petit outil de chat de WebEx, pour que nous puissions y répondre, vous montrer éventuellement d'autres choses que vous souhaiteriez voir. Voilà, n'hésitez pas, nous attendons vos questions. Alors, je vois des questions qui arrivent. Oui, les polygones. Donc en fait, pour créer ces polygones, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé un petit outil qui permet tout simplement, avec une image d'arrière-plan et une souris, tout simplement de dessiner ces polygones et du coup de automatiquement générer un fichier qui va contenir donc les coordonnées X et Y, le nom du polygone, que je vais pouvoir du coup utiliser pour connecter à ma source de données. Et l'image d'arrière-plan. Donc il y a pas mal d'autres outils qui vous permettent de faire de la conversion par exemple de fichiers shapefiles ArcGIS en polygone ou autres fichiers cartographiques en polygone tableau. Donc ça sera plus dans le domaine des ETL, par exemple Alteryx ou Lavastorm. Mais sinon pour des représentations un peu plus faciles comme celle que je viens de faire ici sur le bâtiment, j'ai un petit outil qui permet, d'ailleurs je vais vous le montrer, qui permet de dessiner les polygones, d'importer des images et de rajouter, donc du coup de rajouter cette source de données à vos données, cette source de données avec les polygones. Tu peux peut-être nous faire un tout petit exemple rapidement? Alors, je pourrais faire ça. En fait, c'était pas avec cet outil-là que je l'avais fait, un autre. Je vais. Bon, ça ne vous dérange pas qu'on vienne ça juste à la fin, que je retrouve l'outil que j'avais utilisé, parce que ça c'est un autre. Ok, merci. Bien sûr. En attendant, je vais répondre à une autre question. Ouais. Donc, comment on édite une restitution? Sous quel format? Sur quel support? Donc, l'édition d'une restitution, quand vous avez créé votre visualisation, vous allez pouvoir la partager avec l'ensemble des utilisateurs. Alors, plusieurs moyens de le faire. Le premier, c'est d'utiliser Tableau Desktop et la possibilité de partager un fichier Tableau Desktop avec les utilisateurs. On restera en client lourd, on partage un fichier qui intègre l'ensemble des données et des restitutions.
Et l'utilisateur va utiliser soit Tableau Desktop, soit Tableau Reader, qui permettra de garder la visualisation interactive sur ces données. Le deuxième moyen, c'est d'utiliser Tableau Server, qui est une version web d'accès aux documents Tableau, qui permet de présenter les informations via le web, que ce soit dans un navigateur Internet sur un PC, mais également sur les plateformes mobiles, et qui permet de garder toute l'interactivité sur la restitution. Donc notamment quand on est sur mobile, Tableau Server va automatiquement transformer la visualisation en version tactile, de sorte à pouvoir faire des sélections, à pouvoir modifier éventuellement cette représentation, etc. Le troisième mode de distribution de ces restitutions, alors c'est en s'appuyant également sur les fonctionnalités de Tableau Server, c'est de rafraîchir la visualisation et de la distribuer par email. Alors, soit pour avoir un lien vers Tableau Server directement et la visualisation interactive, soit vers un PDF ou une image qui pourra être réceptionné directement par email. Il est également possible d'intégrer Tableau Server directement dans une page web, et de manière extrêmement simple d'ailleurs, que ce soit dans du SharePoint, que ce soit dans un site web, sécurisé du moins, que ce soit dans un portail intranet quelconque. Ça se fait de manière extrêmement simple en faisant en insérant le code HTML qui est généré par Tableau, directement par Tableau Server, le code HTML de la visualisation dans la page web. Donc c'est extrêmement facile. Gaëtan, du côté des polygones? Comme c'est pas un de nos outils, donc du coup je peux pas trop, ça a pas l'air de très bien marcher. J'aimerais pas faire de bêtises et montrer un outil qui n'est pas nôtre. Donc si vous me donnez encore quelques minutes, je vous montrerai ça à la fin. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'attente? La question sur la volumétrie, je sais pas si tu as répondu. La volumétrie, je n'ai pas vu cette S'il y a une limite question. Ah, c'était pour moi. En fait, la question est, y a-t-il une limite de volumétrie des données que l'on peut traiter avec Tableau? Il n'y a pas de limite. En tout cas, on ne met pas de limite. On a certains de nos clients, par exemple les Google ou les eBay, qui eux utilisent, comme vous pouvez l'imaginer, des milliards et des milliards de lignes de données. Et évidemment, il faut aussi un peu réfléchir stratégiquement à comment vous allez les utiliser, ces données. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément donner accès à plusieurs milliards de données à une personne, mais de filtrer, de faire en sorte qu'on donne accès à une base de données qui est intéressante pour une certaine analyse et pas forcément juste ouvrir toute une base à Tableau. Mais en soi, il n'y a pas de limite. Moi-même, j'ai même travaillé avec Tableau dans une entreprise avant d'être chez Tableau, sur des bases qui faisaient 60 millions de lignes avec 250 colonnes, et c'était une base qui était relativement lente, malheureusement. Donc ce que Tableau nous offre, qui a un énorme avantage aussi, c'est d'extraire des données, les extraire sous forme de tableau data extract et les placer dans notre data engine qui permet de faire les analyses beaucoup plus rapidement sur des fichiers qui sont compressés et qui sont optimisés pour l'analyse et le temps de réponse des requêtes. Tableau vous permet vraiment de potentiellement utiliser les ressources d'une très grosse base très puissante que vous auriez déployée, ou alors d'extraire les données et d'optimiser cette performance sur des très grandes quantités si jamais vous n'avez pas cette performance. Parce que tout ce qui sera, si ce n'est pas rapide dans Tableau, ce sera pas rapide. Si c'est pas rapide dans votre base, pardon, ce sera pas rapide dans Tableau. Si c'est rapide dans votre base, ce sera rapide dans Tableau. On dépend vraiment de votre base quand on se connecte en live à votre base, peu importe la taille des données. Alors Tableau, je complète également, Tableau offre une quantité assez impressionnante de connecteurs. Alors il y a des connecteurs pour les fichiers plats traditionnels, type CSV, TXT, Excel et autres, qui sont très utiles, mais également pour quasiment tous les types de bases de données existants, que ce soit du SQL Server, de l'Oracle, du MySQL, du PostgreSQL, etc., mais également les sources de données Big Data,
type Cloudera, type Hortonworks, type DataStax, ainsi que des sources de données de type appliance, donc je pense à du SAP HANA, donc il y a un connecteur pour SAP HANA, il y a un connecteur pour SAP BW, on retrouvera également des connecteurs OLAP pour SQL OLAP, donc la partie SSAS de SQL Server, pour Oracle SBase, etc. Donc on a au travers de la question de la connectivité est bien évidemment éminemment importante quand on parle de visualisation. Il faut être capable de se connecter à des sources de données extrêmement diverses et variées. Et on est capable également d'interagir de manière très directe, par exemple en faisant des copier-coller de données directement dans Tableau. Peut-être une fonction que tu pourrais montrer, Gaëtan, très rapidement, car ça permet de créer des visualisations de manière extrêmement simple. On peut aller chercher des listes, par exemple, dans Wikipédia, les coller dans Tableau et se servir de ces données-là directement pour interagir sur l'information. Alors, je vois une autre question. Est-il conseillé de fabriquer un univers et y inclure les données pour faire fonctionner Tableau? Alors, l'univers, au sens business object du terme, n'existe pas réellement dans Tableau. On parle de source, de connexion de données. Gaëtan, si tu peux peut-être juste revenir sur l'interface Tableau, ouais. pour l'illustrer. C'est la partie, effectivement, où on va pouvoir, dans le cadre d'une diffusion d'un tableau de bord ou d'une visualisation à des utilisateurs, et que l'on souhaite donner la possibilité à ces utilisateurs de créer eux-mêmes leur nouvelle représentation. Donc on va configurer ce qu'on appelle une connexion, et dans une connexion, c'est la partie de gauche que l'on voit à l'écran, on va présenter un certain nombre de choses. Donc on va pouvoir présenter à la fois les dimensions et les mesures, qui seront identifiées automatiquement par Tableau. Donc là, il faut savoir qu'il y a un moteur de reconnaissance des typologies de données directement dans Tableau. Donc, si vous avez une date dans vos données, Tableau va le reconnaître comme date et va automatiquement permettre de faire du drill down dans les dates et de faire des regroupements, des agrégations par année, par mois, par jour, par semaine, etc. Si ce sont des noms de villes, par exemple, ou des noms de pays, Tableau va également les reconnaître comme tels et va générer des indicateurs cartographiques, donc les longitudes et latitudes pour ces données-là. On va également retrouver un certain nombre d'éléments qui seront pas contenus directement dans la base de données, notamment des champs calculés qui peuvent être définis à la demande. Alors, les champs calculés sont extrêmement utiles soit pour définir des indicateurs à proprement parler, par exemple la rentabilité quand on a les ventes et les profits, mais également pour définir des indicateurs visuels. Par exemple, ce que mes produits, mettre en évidence mes produits dont le montant des ventes est supérieur à une limite que je peux paramétrer. Donc on va pouvoir jouer sur ces éléments-là et tout ça va être inclus dans la connexion et c'est ça qu'on va mettre à disposition des utilisateurs. Donc les utilisateurs vont pouvoir jouer avec ce qui est mis à disposition dans cette connexion, que ce soit également les paramètres, les ensembles, pour pouvoir créer leur propre représentation et jouer sur ces représentations. Donc c'est un outil extrêmement puissant puisqu'on va pouvoir jouer sur les différentes données pour construire des représentations. Alors s'il y a des longitudes, latitudes déjà incluses dans le référentiel des lieux, Tableau les comprend? Oui. Tableau s'appuie sur un système de coordonnées Lambert 3, je crois, de mémoire, et si vous avez des longitudes et latitudes directement dans vos données, Tableau va les reconnaître comme telles et vous allez pouvoir les exploiter directement dans vos cartographies, vos représentations cartographiques. En complément, il est également possible de personnaliser le géocodage interne à Tableau. Donc, dans Tableau, vous avez un géocodeur qui vous permet de générer effectivement ces X et ces Y en fonction de la reconnaissance des villes, des pays, etc. Mais si vous avez des zones propres ou vous souhaitez aller à un niveau de granularité beaucoup plus fin, il est possible de personnaliser ce géocodeur avec vos propres données de géocodage. Donc on va aller à un niveau encore plus fin dans la représentation cartographique. Le principe est relativement simple, hein, c'est que Tableau va vraiment s'appuyer sur des points avec
Et ça vaut pour des cartes comme ça vaut pour des représentations de plans, par exemple. On l'a vu tout à l'heure sur les bâtiments. On peut prendre n'importe quelle image et créer des indicateurs sur la base de coordonnées XY sur une image. Donc c'est ce que je ne sais pas si tu vas le montrer finalement, Gaëtan. Le polygone, je pense pas parce que je préfère pas compromettre l'outil qui n'est pas le nôtre, vu que je suis pas expert, mais j'enverrai le lien de l'outil à la personne qui a posé la question. D'accord, très bien. Donc oui, les polygones, c'est un outil qui est extrêmement utile et puissant. Et c'est quelque chose de très très simple à comprendre. C'est que donc au travers de ces X et Y, en l'occurrence, on va être capable de placer des points et de relier ces points dans un certain ordre pour former une forme géographique, pour construire une forme géométrique. Donc si on veut faire un triangle ou un rectangle, ce n'est jamais que 4 points avec des coordonnées XY qui vont être reliés dans un certain ordre. Ici, c'est le chemin, par exemple, que l'on voit dans la fenêtre des repères. C'est le chemin qui va permettre de déterminer comment on relie ces points pour obtenir la forme finale. Donc l'outil dont parlait Gaëtan tout à l'heure permet, sur la base d'une image, sur la base d'un plan, de créer ces points et de créer les données de représentation du polygone pour obtenir les formes que l'on recherche. Dans l'exemple que j'exposais tout à l'heure également sur un diagramme de flux, on utilise cette notion de polygone pour représenter les flux. Donc on va calculer, alors cette fois on va pas s'appuyer sur des choses qui sont sur des données à proprement parler pour former les polygones, mais on va les calculer avec des petites formules mathématiques pour représenter les flux dans leur forme globale et les rendre complètement dynamiques en fonction des données que l'on souhaite restituer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je ne vois pas d'autres questions. Ah, si. Pourriez-vous... Alors, pour le format de codage des coordonnées, Gaëtan, tu peux confirmer, c'est bien du Lambert 3, je crois. Hein. Oui, c'est bien ça, ouais. Et pour le format de codage des coordonnées, ok. Dans le format de codage, c'était pas la question sur les polygones. La personne n'avait pas entendu, je pense. Ah non. Alors, j'ai plusieurs questions. Donc la première concerne les formats de codage des coordonnées. Donc je pense qu'on parle de coordonnées géographiques. Et la norme utilisée par Tableau, me semble-t-il, est du Lambert 3. C'est juste. Pour répondre à cette question. Ensuite, Juliana, bonjour, les nouvelles formes de représentation peuvent être déroutantes pour les publics non initiés, habitués aux visualisations traditionnelles. Comment les convaincre simplement? Alors, je reviens sur... Je t'en prie, Gaëtan. Non, juste, je ne sais pas de quoi vous parlez exactement pour les visualisations traditionnelles. Si vous parlez de, par exemple, un tableau à double entrée ou un graphique à barres, comparé par exemple à une carte très avancée. Mais en tout cas, entre tout simplement un graphique à barres et un tableau à double entrée, par exemple, l'exemple que j'utilise souvent pour convaincre du coup les personnes à qui je vais vendre le produit et qui sont pas forcément très attirés par le fait d'avoir des barres, d'avoir des couleurs, etc., et qui préfèrent avoir un tableau sous forme à double entrée comme ceci, comme ils ont l'habitude de consommer en fait, qui est vraiment la méthode très traditionnelle. C'est au final de montrer la différence entre ces deux graphiques-là que je viens de créer en 2 secondes, qui sont exactement les mêmes, qui sont les mêmes données, qui disent les mêmes choses, mais qui sont présentées de manière très très différente et qui du coup nous permettent d'identifier beaucoup plus facilement que c'est ici que nous allons avoir un problème dans notre profit et nos ventes. Alors que si on devait lire ce tableau-là
Et encore, ça c'est un petit tableau, mais j'ai vu des tableaux qui étaient énormes, qui faisaient des centaines de lignes en longueur et en largeur. Et on me demandait ensuite de transformer ces tableaux-là en un tableau de bord très simple, très graphique. C'est sûr que vous pouvez quand même voir que c'est beaucoup plus facile de comprendre ce qui se passe dans ce tableau-là, ou même ici, que dans celui-ci. On identifie beaucoup plus facilement que si on devait lire chaque ligne, profil pour chaque catégorie, etc. Donc c'est vraiment de montrer avec un exemple très simple pour convaincre ces personnes, un exemple très simple, et même de les challenger, de dire dites-moi ici quelle va être la sous-catégorie la moins profitable mais qui a le plus de ventes. Ça leur prendra quelques secondes, alors que ici ça se fait en un centième de seconde. C'est vraiment les attributs préattentifs dont on parlait tout à l'heure. Pour compléter, effectivement, on parle aujourd'hui d'un certain nombre de types de graphiques qui sont assez complexes, notamment à lire. Je pense à des diagrammes comment on appelle ça, en corde, ce genre de choses. Il faut bien adapter en fait le type de visualisation que l'on va proposer au profil et au public à qui on va adresser ces visualisations. C'est ce que je disais en introduction. Il y a des types de visualisations qui sont particulièrement adaptés à la communauté scientifique et qui passeront absolument pas auprès du grand public. L'idée, quand on va travailler justement sur ces questions-là, c'est vraiment d'adapter la visualisation au public que l'on va cibler. Et on se rend compte souvent que, par exemple, pour le diagramme que j'ai réalisé tout à l'heure sur le diagramme de flux, c'est un exemple de diagramme qui est pas forcément compris par tout le monde. Alors dans le monde du digital, tout le monde comprend parce qu'habitué au Google Analytics, etc. Mais c'est vrai que pour l'ensemble des utilisateurs potentiels, ça parlera pas forcément très très bien. L'idée avec les outils de DataVis comme Tableau, c'est qu'on va pouvoir vraiment travailler sur la manière de présenter l'information pour jouer sur d'autres méthodes de présentation. Et j'aurais pu représenter mon diagramme de Sankey sous format de graphe en barre interactif, où en cliquant sur une barre, j'afficherai le détail du flux pour aller vers la deuxième page, par exemple. Donc on va jouer sur les méthodes de représentation pour s'adapter également au public. Et il est clair que si on veut présenter des visualisations beaucoup plus avancées, beaucoup plus complexes, des graphes en réseau, ce genre de choses, tout le monde ne le comprendra pas de manière très aisée parce que ce sont des types de graphes qui s'adressent davantage à des communautés déjà très sensibilisées à ces graphes-là en particulier. Si on vous montre des représentations en 3 dimensions de cartes de chaleur sur des flux de signaux, etc., il est clair que si on n'est pas dans le métier, on ne comprendra pas ce qu'on est en train de regarder. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment d'utiliser les visualisations et on se rend compte qu'il y a une visualisation en particulier qui fait partie des visualisations les plus traditionnelles, mais qui est une des plus efficaces et des plus puissantes sur laquelle on peut jouer au travers de l'interactivité, au travers des orientations, des tris, etc. Et les couleurs, c'est les graphes en barre, par exemple. C'est extrêmement puissant. Et beaucoup de penseurs autour de la visualisation de données se rabattent d'ailleurs sur ce type de représentation pour adapter les représentations complexes à un grand public. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On arrive au bout du timing que nous nous étions alloués. Alors, il y a une question sur la répartition des clients de tableaux par secteur. Je ne sais pas si Gaëtan, tu as ce type d'information. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, enfin, tous les secteurs, toutes les entreprises ont des données, ont des besoins d'analyse de données. Donc, Tableau, on peut très, très facilement dire aujourd'hui que on est dans énormément de secteurs extrêmement variés. Donc, ça va de secteur bancaire jusqu'au gouvernement, jusqu'aux ONG, jusqu'aux agences de marketing, jusqu'au vraiment de tout. Donc il n'y a pas de, en tout cas dans notre
dans notre cahier de clients, on n'est pas du tout limité à certaines industries ou certaines entreprises. On touche vraiment à tout. Tout le monde a des données à analyser. C'est des entreprises de toute taille, puisqu'il y a des entreprises de quasiment unipersonnelles qui utilisent Tableau, jusqu'à des entreprises extrêmement, enfin les plus grandes entreprises mondiales, comme Walmart de mémoire, qui utilisent près de 80 000, il y a 80 000 utilisateurs Tableau chez Walmart. Donc on est sur des échantillons qui sont extrêmement vastes. Autre question, est-ce que l'on peut embarquer un graphe dans une page web? Donc je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est très très simple. Peut-être pour l'exemple, Gaëtan, peux-tu ouvrir juste Tableau public ou présenter juste une représentation Tableau public? Alors Tableau public, c'est une des versions de Tableau qui est gratuite, qui est orientée communication effectivement sur des données plutôt à destination du grand public. Donc les données, et il faut bien l'avoir à l'esprit, les données qui sont publiées au travers de tableaux publics sont complètement accessibles et libres de droit. Et il y a une communauté extrêmement importante qui s'est développée autour de tableaux publics qui publie très très régulièrement des nouvelles visualisations, essentiellement autour de l'open data. Donc tableau public, c'est un exemple très concret d'intégration de représentation dans une page web. Et ça se passe exactement de la même manière dans l'utilisation de tableau serveur. On va prendre juste si on clique juste sur Share, hop. En fait, dans Tableau serveur comme dans Tableau public, Tableau va générer un code HTML que l'on va pouvoir copier et coller dans n'importe quelle page web et afficher directement la représentation dans une page web. Donc ça se fait à peu près en 2 secondes. C'est extrêmement simple. Que ce soit dans une page web SharePoint, donc on va par exemple créer un web part SharePoint et coller ce code HTML et on aura directement le graphique dans SharePoint, dans n'importe quel portail, dans n'importe quel site web. Les exemples pullulent vraiment sur le web de représentation de tableau. Faut savoir que Tableau est également utilisé, Gaëtan le soulignait, par beaucoup d'ONG, donc on a la Banque mondiale par exemple, on a l'OCDE, qui utilisent Tableau, notamment pour communiquer au grand public sur des études qui sont réalisées par ces organisations et les publient directement sur le web, soit sur leur site web, soit directement dans Tableau public. Autre exemple, ce sont les journalistes. Il y a une très forte communauté journalistique qui utilise Tableau dans ce qu'on appelle le data journalisme, qui va effectivement publier ses visualisations directement sur le site web des journaux, mais également dans Tableau public. On peut retrouver quasiment tout ce qui est publié publiquement et consultable dans Tableau public, vous pourrez le retrouver sans aucun problème. Voilà, on arrive au bout. Peut-être rapide dernière question, peut-on gérer le multilangue afin d'avoir les dashboards dans plusieurs filiales, par exemple? Je te laisse répondre, Gaëtan. Ouais, donc en fait, Tableau Desktop et même Tableau serveur, juste lira la localisation de l'ordinateur. Donc tout ce qui est lié à ça sera évidemment adapté au pays dans lequel cette personne se trouve. Après, si vos données même, si par exemple des noms de pays ou des noms de catégories sont en anglais dans votre base, les données resteront en anglais. À moins d'avoir une base qui va du coup traduire chacun de ces champs, auquel cas vous pouvez avoir par exemple un filtre sur le type de langue que vous utilisez pour votre nom de pays ou votre nom de catégorie, qui automatiquement s'activera lorsque cette personne qui est dans tel ou tel pays utilisera ces données ou utilisera Tableau serveur pour les consommer. Donc ça c'est vraiment pour ce qui est des données, mais sinon ce qui est de Tableau, le logiciel est traduit en, je pense, 6 langues. C'est disponible en 6 langues, je vais vous montrer tout de suite. Donc pour l'utilisation, et voilà. Pour compléter, il y a certaines données qui sont traduites directement dans Tableau, notamment les dates. Les formats de dates sont adaptés en fonction de la localisation du PC. Donc une date format européen, français va être traduite en format américain en fonction de la localisation du PC.
Voilà, on arrive au bout. Nous vous remercions pour votre attention. Vous recevrez donc cette vidéo par email ainsi que un petit livre blanc qui relate un petit peu l'histoire de la DataVis au travers d'un certain nombre d'exemples qui sont extrêmement intéressants. Et puis nous restons bien entendu à votre disposition en cas de questions complémentaires. Donc Gaëtan et moi-même. Vous devez avoir nos coordonnées dans les invitations que vous avez reçues. Et nous vous remercions encore pour votre attention. Excellente fin de journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.